Qu'est-ce que c'est qu'une base de données? Alors, vous avez l'habitude de retrouver vos informations dans Pronote, par exemple, ou bien dans Facebook ou Twitter. Toutes ces informations, celles de Pronote, de Facebook, de Twitter et des autres réseaux sociaux, elles sont stockées, et elles sont stockées dans des bases de données. Alors, des bases de données, c'est des ensembles d'informations, de données, qui sont extrêmement bien rangés. Comme ça, on retrouve très facilement ce qu'on y a mis. Et le rangement, le stockage est assuré par un logiciel. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller y mettre nous-mêmes nos informations. Il va falloir utiliser un logiciel et c'est lui qui se charge de stocker les informations dans la base de données, éventuellement de les modifier ou de nous les présenter au besoin. Un tel logiciel, ça s'appelle un système de gestion de base de données, SGBD. Et parmi les plus connus, il y a MySQL qui a l'avantage d'être gratuit, PostgreSQL, MariaDB, il y en a encore d'autres. Mais nous, on va utiliser MySQL, pas dans cette vidéo, dans la suivante. Les bases de données qu'on va regarder, ce sont des bases de données relationnelles. Et il en existe d'autres types. Les bases de données relationnelles, elles sont venues après d'autres types de bases de données, et maintenant on commence à en avoir beaucoup d'autres qu'on appelle NoSQL. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de SQL, mais qu'il n'y a pas que ça, c'est Not Only SQL. Mais bon, l'utilisation de ces bases de données NoSQL, c'est largement au-dessus de notre niveau. Donc on va s'occuper pour l'instant que des bases de données relationnelles. Dans une base de données relationnelle, les informations, elles sont rangées dans des tables. Voilà une table. Une table, c'est constitué, comme vous le voyez ici, de plusieurs choses. Et on a déjà des colonnes et des lignes. Et ce qu'on remarque, c'est que chaque colonne a un nom. Ce nom, ça s'appelle l'attribut de la colonne. Donc quand on va construire nos tables, on va donner à chaque fois un nom aux colonnes, et ce nom, ce sera un attribut. On l'appelle aussi attribut. Donc par exemple ici, l'attribut de la première colonne, c'est id. Les lignes de cette table, alors pas la première qui est la ligne des attributs, mais les autres, on appelle ça des entités. Une ligne, c'est une entité. Et ce qu'on trouve dans une cellule, c'est une valeur. Donc ici, par exemple, vous voyez que l'entité qui est à la troisième ligne, c'est 3, rime et h. Alors on en appelle aussi une table comme celle-ci, on appelle ça aussi une relation. Ça c'est un terme mathématique en fait, et si un jour vous faites un peu de théorie des bases de données, vous verrez pourquoi on appelle ça une relation. Nous, on va juste retenir que c'est un mot qu'on utilise parfois, mais on va toujours utiliser le mot table. Dans une base de données, comme celle qu'on vient de voir, les valeurs qu'on trouve dans les cases sont soumises à des contraintes. Donc si je retourne ici, vous voyez que par exemple id, ça a tout l'air d'être un nombre, que first name, ça a tout l'air d'être une chaîne de caractères, et que last name, ça a tout l'air d'être aussi une chaîne de caractères. Donc en fait, dans une base de données, on indique le type de données qu'on va trouver dans une colonne. On ne pourra pas, si on dit que id c'est un entier, on ne pourra pas aller écrire Lilia à la place de 4 par exemple. De même ici, si on dit que first name c'est une chaîne de caractères, on ne va pas pouvoir aller mettre une date à la place de Khaled. On est obligé de mettre une valeur qui a le type qui est indiqué pour l'attribut. Donc ça s'appelle une contrainte. Une contrainte, c'est quoi? C'est une règle qui va être suivie systématiquement et qui permet de garantir la cohérence de la base de données. On ne veut pas trouver des dates à la place des prénoms, des nombres à la place
des noms de famille, etc. Et en fait, on distingue plusieurs types de contraintes d'intégrité. 3. On va en voir 3 ici. La première, c'est une contrainte de domaine. Donc comme on est en train de le dire, on veut, par exemple, que id, ce soit un nombre, et pas autre chose. Donc on va prendre un autre exemple ici, et on va regarder ce qu'on pourrait trouver dans une table qui s'appelle ville, et qui contiendrait des informations sur les villes de France. Donc on pourrait imaginer déjà deux choses, un nom et un code postal. Et le nom, on voudrait bien que ce soit une chaîne de caractères, et le code postal un entier. Donc ça, ce sont des contraintes de domaine. Le domaine de l'attribut nom, c'est les chaînes de caractères, et le domaine de l'attribut code postal, c'est les entiers. Mais on voudrait bien aussi que ces entiers, par exemple, ils sortent pas d'un certain intervalle, parce qu'on sait que les codes postaux des villes de France, il n'y en a aucun qui est égal à 1 300 296 791. Ça, on est sûr qu'il n'y en a pas. Donc, pour ces raisons-là, on peut parler des contraintes d'utilisateur, qui viennent préciser les contraintes de domaine. Donc, voyons ça ici. Si on regarde le nom de notre ville, eh bien, on va dire que c'est une chaîne de caractères, oui, mais qui en plus ne peut pas dépasser 100 lettres. Il n'y a aucune ville en France qui a dont le nom s'écrit avec plus de 100 lettres. Donc c'est pas la peine de réserver de la place dans notre base de données pour des noms qui feraient 1000 lettres. On sait qu'il n'y a aucune ville dont le nom fait plus de 100 lettres, donc on va dire que le maximum ça doit être 100 lettres. Puis comme ça aussi, s'il y a un problème et que un programme ou qui interagit avec la base de données commence à dérailler et envoie des chaînes de caractères trop longues, eh bien on sera averti que ces chaînes de caractères, elles ne rentrent pas, elles ne correspondent pas à la contrainte d'utilisateur qu'on a mise sur l'attribut. De la même façon, code postal, on va dire que c'est un entier et que cet entier il est positif et il est inférieur à 100 000. Ça, ce sont les contraintes d'utilisateur, positif et inférieur à 100 000. La contrainte de domaine, c'est que c'est un entier. Donc les contraintes d'utilisateur, elles viennent préciser ce que sont les contraintes de domaine. Enfin, il y a une autre contrainte qu'on utilise souvent, qui s'appelle une contrainte d'entité. Et cette contrainte-là, c'est un ensemble de règles qui permettent de s'assurer que les valeurs qu'on trouve dans une colonne identifient les lignes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, donc on va reprendre l'exemple, excusez-moi, qui est ici. Ça veut dire que ici, si on regarde ce petit tableau, il n'y a que 5 noms dedans, donc il y a assez peu de chances de trouver deux fois le même prénom et le même nom, mais il se pourrait bien que sur tout le lycée, par exemple, avec les 1200 élèves, eh bien, on ait deux élèves qui aient le même prénom et le même nom. Ça pourrait très bien arriver. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met devant un nombre, qu'on appelle id ici, et qui va avoir les propriétés de ne jamais être vide. La case qui est ici, elle est jamais vide. Et en plus, ce qu'on trouve dedans, c'est des entiers qui sont toujours 2 à 2 différents. Donc ça, c'est, on y arrive, notre contrainte d'entité, c'est elles ne sont jamais nulles. Donc nul, c'est un type particulier de données, c'est quand la case est vide, c'est le type de données en question, c'est null. Et elles doivent être en plus, les cases qu'on trouve dans cette colonne, 2 à 2 distinctes. Et souvent, la colonne qui est réservée à une contrainte, qui permet d'avoir une contrainte d'entité, eh bien, on l'appelle id, et c'est un nombre. Mais on pourrait imaginer aussi que si on parle de voitures, par exemple, eh bien, pour des voitures, le numéro d'immatriculation
serait, vérifierait ces règles de contrainte d'entité. Toutes les voitures ont une plaque d'immatriculation et une seule, et il n'y a pas 2 plaques d'immatriculation qui correspondent à 2 voitures différentes. Donc si on connaît la plaque d'immatriculation, on connaît la voiture. Et la plaque d'immatriculation, le numéro d'immatriculation, pourrait servir de repère pour savoir exactement de qui on parle. Voilà. Donc voilà, on a nos 3 types de contraintes: contraintes de domaine, d'utilisateur et d'entité, et il faut que vous arriviez à vous souvenir de ce que c'est que chacune d'entre elles. Qu'est-ce qu'on fait avec nos bases de données? Eh bien, on les remplit, on en retire des informations, etc. Donc ces opérations-là qu'on utilise tout le temps, on les appelle CRUD, C-R-U-D. Alors pourquoi? Eh bien parce que parmi les choses qu'on fait, c'est qu'on crée des entités. Donc assez régulièrement, on va aller rajouter des lignes dans une table de notre base de données. Ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent. On va aussi aller lire les données de la base, donc avec un R. On va les modifier, les données de la base. Par exemple, sur Pronote, si on met 12 à un élève et que on se rend compte qu'en fait il a, il a beaucoup travaillé chez lui et que 12 c'est un peu injuste, eh bien on va pouvoir le lendemain par exemple aller changer sa note et mettre 13. Donc on va modifier les données de la base. Et puis on peut aussi effacer des données dans une base. Donc créer, c'est par exemple créer une nouvelle note. Lire, c'est aller voir les notes. Update, c'est modifier les notes. Et delete, ce serait effacer une note parce qu'on décide que finalement ce devoir-là, il n'était pas bien fait ou je sais pas quoi. Et du coup, on veut plus que cette note apparaisse sur Pronote. Ça, ce sont les 4 opérations qu'on utilise tout le temps dans les bases de données. Alors, ces opérations-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on les pratique pas par nous-mêmes. On va pas aller ouvrir la base de données et aller taper dans la case ce qu'on veut y mettre. C'est pas comme un tableau Excel, même si la structure, elle y ressemble beaucoup. On n'a pas accès à la base de données directement. Pour ça, il faut passer par l'intermédiaire de ce qu'on a appelé tout à l'heure le système de gestion des bases de données, et on avait dit que pour nous, celui qu'on utilisera dans la vidéo suivante, c'est MySQL. Et pour utiliser ce système de gestion de base de données, eh bien, il faut pouvoir parler avec lui. On utilise ce qu'on appelle un langage de gestion des bases de données. Et pour les bases de données relationnelles, le langage standard, c'est SQL. SQL, ça signifie Structured Query Language, et ça veut dire langage pour faire des requêtes structurées. Donc un tout petit point, en anglais il y a un U dans language, mais en français il n'y en a pas. Voilà. Donc ça, ce sont nos 4 opérations CRUD, et pour pouvoir les accomplir, ces 4 opérations qu'on utilise tout le temps, eh bien on fait appel au logiciel de gestion des bases de données, qui pour nous sera MySQL, et on parle avec ce logiciel dans le langage de gestion des bases de données, qui pour nous sera SQL. Alors il existe d'autres langages, mais SQL c'est vraiment le langage standard. Maintenant, dans ce dernier transparent, cette dernière diapo, on va voir ce qui fait qu'une base de données, c'est quelque chose de solide. En fait, les bases de données, je vous ai parlé de Pronote, de Facebook, etc. Tout ça, c'est pas important. Mais ce qui est vraiment important, c'est que dans les échanges commerciaux, les échanges entre banques, etc., là où il y a vraiment des enjeux financiers très importants, il n'y a aucune chance
qu'on se trompe. Donc vous pouvez imaginer que par exemple dans une banque, on va faire un virement d'un compte à un autre, mais il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas que l'opération rate et que par exemple on débite un compte sans créditer un autre, ou le contraire. Sinon la banque va y laisser soit sa réputation, soit de l'argent. Donc il est très très important que les bases de données et leur gestion soient extrêmement solides. Donc il y a des règles, et ces règles-là, il y en a 4 principalement, qui sont regroupées sous l'acronyme ACID. Alors qu'est-ce que ce sont ces règles? Eh bien la première, c'est l'atomicité. Donc l'atomicité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on fait une transaction, donc une transaction, c'est une opération sur la base de données. Ça peut être une modification d'un certain nombre de, de, de données. Ça peut être la lecture, ça peut être tout ce qu'on peut imaginer, l'effacement d'une table ou d'une ligne. Une transaction, c'est insécable. Ça veut dire que tant que la transaction n'est pas complètement faite, elle n'est pas faite. C'est un peu étonnant, donc les systèmes de gestion sont très très bien faits pour ça. Donc par exemple, si on veut si une transaction, si c'est dans une banque et que on dit prends de l'argent chez Monsieur Dupont et donne-le à Monsieur Durand, eh bien il va virtuellement le faire, vérifier que ça marche, et seulement une fois que qu'il sera sûr que ça fonctionne bien, il va prendre l'argent chez Monsieur Dupont et il va aller le mettre chez Monsieur Durand. Mais imaginons que pour une raison ou pour une autre, il ait retiré l'argent chez Monsieur Dupont et il n'ait pas eu le temps de le mettre chez Monsieur Durand, et tout à coup il y a une panne d'électricité ou je sais pas quoi, n'importe quelle raison, un bug, une surchauffe du système, enfin n'importe quoi, et bien en fait, il n'aura pas émis le certificat qui dit l'opération a été faite jusqu'au bout. Et du coup, il garde en mémoire en fait son état précédent, et tant qu'il n'a pas émis le certificat disant c'est bon, c'est fait, tout est fait, eh bien la base de données, elle n'est pas modifiée. Elle sera modifiée pour de vrai uniquement une fois que le certificat aura été délivré. Donc, c'est ce qu'on appelle l'atomicité. Ça fait que quand on fait une transaction, elle ne se fait pas petit morceau par petit morceau l'un après l'autre, elle se fait d'un coup. De manière à ce que je disais tout à l'heure n'arrive pas, c'est-à-dire il n'y a pas un compte qui est débité sans que l'autre soit crédité. Dans une transaction, les deux se font en même temps d'un coup. Donc ça, c'est le A dans acide, l'atomicité. Ensuite, le C, c'est pour consistency, qu'on pourrait traduire en français par cohérence. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est qu'une opération, pour qu'elle ait lieu, il faut qu'elle respecte les contraintes d'intégrité qu'on a mises sur les attributs. Donc ça, c'est tout bête, mais c'est important. Donc si pour une raison ou pour une autre, dans une transaction, on va aller essayer de mettre un nombre à la place d'une chaîne de caractères, eh bien la transaction n'aura pas lieu, quelle qu'elle soit. Ensuite, le I, c'est isolation. Donc là, il faut imaginer qu'une nouvelle fois, on va prendre l'exemple de la banque, hein, et qu'il y a deux opérations qui arrivent en même temps. C'est par exemple, il y a deux utilisateurs qui sont en train d'utiliser en même temps la base de données, et il y en a un qui dit prends l'argent de ce compte et ajoute-lui 50 euros, et l'autre il lui dit prends l'argent de ce compte et multiplie-le par 2 ou par un taux d'intérêt quelconque. Alors vous voyez, si vous faites ça dans un sens, d'abord vous ajoutez et ensuite vous multipliez, c'est pas la même chose que si vous multipliez par un certain taux et ensuite vous ajoutez une certaine somme. Donc deux transactions simultanées, elles ne peuvent pas être dépendantes l'une de l'autre. Il faut que quand on fait l'une puis l'autre, ou l'autre puis l'une, ça donne la même chose. De cette façon-là, on est sûr qu'on peut faire les deux en même temps.
Si par hasard il arrive exactement en même temps 2 transactions qui, ne sont pas indépendantes, donc comme l'exemple que je donnais avant, eh bien, la base de données doit refuser de les faire et dire à chacun: «Attendez votre tour, recommencez et le premier arrivé sera le premier servi». Voilà, et on saura dans quel ordre il faut le faire du coup. Ça, c'est pour le I de, acide, et enfin le D, c'est durability. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand une transaction, est terminée, eh bien, en fait, il y a un certificat qui est émis et qui dit: «C'est bon, c'est fait», et à partir du moment où le certificat a été émis, eh bien, il faut que la base de données, quoi qu'il lui arrive, panne d'électricité, surchauffe et cetera, eh bien, la base de données, elle doit garder, l'information, le nouvel état de la base de données, il doit être, permanent. Il ne faut pas que, une fois que, même si c'est juste après, que le certificat a été, émis, même s'il y a une panne dans la microseconde qui suit, eh bien, il faut que la transaction, elle ait été faite de manière permanente. Donc, quand on va réussir à remettre l'ordinateur en route, eh bien, il faut que quand on ouvre la base de données, on voit que la transaction a eu lieu. Donc ça, ce sont les 4 règles de base de la gestion des bases de données, heu, qui sont donc, pas des choses que, vous allez, auxquelles vous allez devoir faire attention, mais qui expliquent pourquoi les bases de données, c'est tellement solide et tellement appréciable. Voilà, donc c'est la fin de cette, petite vidéo. On en fera une autre très bientôt, où on va explorer un petit peu ce langage SQL et ce logiciel MySQL. Au revoir.